quelque chose? Eric? On entend? Ah mais voilà. Donc bonjour et merci à tous pour votre présence ici, tant sur place qu'en ligne. Vous êtes d'ailleurs très nombreux en ligne à l'heure actuelle. À l'occasion ici de ce quatrième donc trimestriel des urgences du CHR de Oui. Je dois tout d'abord vous préciser, et c'est mis dans le chat, de bien noter votre nom, prénom, numéro INAMI, d'accord, et les éventuelles questions que vous auriez durant la présentation. Ces questions seront reprises du coup à la fin de cette présentation. Alors voilà, cette réunion scientifique elle a pour thème l'accouchement imminent hors maternité. C'est une thématique actuellement qui est plutôt stressante pour nous parce que en fait plutôt rare dans notre pratique courante, notre pratique de la vie de tous les jours. Un accouchement qui de base est déjà eutoxique reste extrêmement stressant, mais alors imaginez si jamais il devait être ou devenir dystocique, ça serait extrêmement compliqué pour nous à gérer. Et il y a même plusieurs questions qu'on pourrait se poser dans ce cadre-là. Par exemple, à quel moment se dire, tiens, ça devient un peu trop compliqué ou les choses évoluent assez mal. Quand est-ce que je dois aller rapidement à l'hôpital? Si je dois aller à l'hôpital, qu'est-ce que je dois demander? À qui je dois m'adresser? Quel protocole éventuellement même déclencher dans ce cadre-là? Donc voilà, beaucoup de questions auxquelles nous ne sommes pas souvent confrontés et qui sont encore une fois assez stressantes. Dans ce contexte, ici, nous allons avoir le docteur donc Émilie de Gottel, qui est chef du service de gynécologie obstétrique, pardon, ici au CHR de Oui, et Madame Anne Lenoir, qui est sage-femme et coordinatrice de la section sage-femme en haute école de la province de Liège. Je leur laisse de suite la parole. Et voilà, c'est à vous. Merci. Donc, bonsoir à tous, merci d'être tous présents, physiquement et virtuellement. Moi, j'ai reçu le sujet via Monsieur Nga il y a 5 semaines et je me suis dit waouh, 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 l'accouchement hors maternité, c'est pas mon truc vu que j'en ai jamais fait. Et donc, je ne savais pas trop par quel bout commencer quand j'ai voulu préparer cette présentation. Du coup, j'ai fait appel à une personne ressource fiable, Madame Lenoir, que je connais depuis que je suis étudiante. Donc, Anne, elle est infirmière accoucheuse, je ne dirais pas depuis quand. Elle a travaillé 13 ans chez nous dans notre maternité et elle enseigne depuis 1997. Elle est maître de stage et je la croise régulièrement dans nos couloirs puisqu'elle vient avec ses étudiantes. Depuis 2015, elle est coordinatrice de la section sage-femme au Barboux et elle est experte à l'EPAMU. Elle donne aussi des formations continues au CECOTP de Liège. Alors, j'ai été voir ce que c'était le CECOTP parce que moi, je ne savais pas. C'est le Centre de coopération technique et pédagogique. Et là, elle donne des formations continues pour les infirmiers, les SIAMU et les sages-femmes avec des certifications à la clé. Et elle est donc aussi formatrice en simulation. Donc, si vous avez envie de suivre une formation plus étoffée que ce qu'on va vous présenter ce soir, vous pouvez vous renseigner sur Internet et vous inscrire aux formations que donne Anne. Voilà, donc ce soir, nous allons parler de l'accouchement hors maternité. Les objectifs de cette séance vont vous être expliqués tout de suite après. Voici. Je ne vais pas vous citer tout le sommaire parce qu'il est long, donc on va tout de suite passer point par point. Les objectifs de ce soir, c'est de vous définir et d'écrire comment se préparer à un accouchement inopiné, expliquer aussi la séquence de prise en charge d'un accouchement eutoxique inopiné, de définir et de décrire la situation de la dystocie des épaules et la présentation du siège. Vous parlez de la délivrance parce que, à notre sens, c'est la phase la plus redoutable et donc ces risques, ainsi que tout ce qui est facteur de risque, cause et prise en charge de l'hémorragie du postpartum immédiat. On va également vous expliquer quels critères il faut checker pour évaluer un nouveau-né et bien le prendre en charge. Je vais laisser la parole à Anne, qui est habituée à présenter l'accouchement inopiné à domicile. Merci Émilie pour cette présentation. Merci à tous de m'avoir conviée donc à cette séance. Donc on va d'abord commencer par une situation où à la limite vous serez bien content que ça arrive parce que vous allez arriver au domicile où la patiente a déjà accouché. Alors pour aujourd'hui, sachez que dans les scénarios, le bébé ira bien d'office, mais on rappellera quand même les éléments à surveiller tout à l'heure. Donc on n'abordera pas tout ce qui est réanimation éventuelle et première prise en charge du nouveau-né.
Donc, vous allez arriver au domicile, vous avez été appelé pour une parturiente. Donc, petit rappel de définition, une parturiente est une femme enceinte en travail. Une femme enceinte qui n'est pas en travail, c'est une femme enceinte. Donc, comme ça, voilà, vous le savez. Donc là, évidemment, la dame, elle n'est même plus parturiente parce qu'elle a accouché dans l'histoire. Donc vous arrivez, vous voyez le bébé, peut-être qu'elle l'a déjà pris dans ses bras, peut-être qu'elle a déjà eu le réflexe de le mettre sur elle. C'est un bon réflexe, on y reviendra. Donc là, vous pouvez couper le cordon, sécher le bébé, on y reviendra aussi, c'est très important. Ne pas oublier qu'il n'est mouillé. L'évaluer, on y reviendra en fin de séance. Et donc l'installer s'il n'y est pas, ou bien le laisser en peau à peau. Je réexpliquerai également les conditions du peau à peau et une bonne peau à peau. N'oubliez pas, la maman, évidemment, vous allez aussi évaluer l'état de la maman. Alors, je reviendrai aussi sur la répartition des rôles. Sachez qu'avant d'entrer au domicile, vous aurez dans l'ambulance, vous êtes peut-être déjà dit, ben, vous êtes deux, moi je m'occupe de la maman, et toi tu t'occupes du bébé. Donc forcément, celui qui doit s'occuper du bébé s'occupera du bébé et celui qui doit s'occuper de la maman s'occupera de la maman. Sachez qu'une maman, même fatiguée, elle doit être bien consciente. Si vous la voyez toute pâle, toute inconsciente, c'est pas normal. Et alors après, bah, évidemment, quand vous avez coupé le cordon, séché, évalué tout le monde, bah, vous allez bien sûr transférer le couple maman-bébé à la maternité. C'est bloqué. Avec la barre d'espace. Non, j'ai demande d'annotation. Je refuse. J'appelle l'informaticien en urgence. Je refuse. Ça ne va toujours pas. Ça va. Donc ici, le point 3, c'est un rappel ou une information sur les critères d'imminence de l'accouchement et aussi en parallèle, vous allez voir le score de Malinas. On va voir si ça marche maintenant. Oui. Donc, les critères d'imminence de l'accouchement. Donc, madame a-t-elle envie de pousser de façon incontrôlable? Donc, c'est une question à poser, mais comme j'explique toujours, si elle a envie de pousser, vous allez l'entendre qu'elle va pousser et qu'elle pousse. Donc, ça, la question est à poser, mais je pense que la réponse sera toute faite. Là, elle n'a pas spécialement envie de pousser, mais il y a aussi quelque chose à aller vérifier. Donc, toujours en demandant l'autorisation, vous permettez madame, donc, et vous allez voir si vous n'avez pas le périnée éventuellement bombant. Je dis, Oui, moi, j'ai un périnée bombant. donc ici, nous avons simulé une tête visible au périnée. Donc, voilà. Donc Un là, périnée bombant. donc périnée bombant. Avec une tête apparente, qui n'est plus très gluante. Et puis alors, si ces deux premières questions-là ou observations sont négatives, il y aura des sous-questions à poser, mais je préfère vous montrer la diapo suivante qui reprend vraiment un bon résumé des questions à poser. Donc, vous voyez, madame a-t-elle envie de pousser? Oui. Est-ce que le périnée est bombant? Oui. Donc là, évidemment, l'accouchement, il n'y a pas besoin de chercher beaucoup pour le diagnostic, il est imminent. Et donc, vous devez absolument vous préparer pour un accouchement sur place. On y reviendra par rapport au rôle et on vous fera une petite démo tout à l'heure. C'est non, elle n'a pas envie de pousser spécialement et la tête n'est pas au périnée. Donc là, il y a des questions à poser essentielles qui seront quand même à poser peut-être pendant l'accouchement si vous restez sur place. Hein, mais bon, c'est important de savoir la décontraction depuis quand, est-ce qu'elles sont régulières, si oui, leur fréquence. On verra ça dans le score de Malinas. Est-ce qu'au d'accouchement, elle l'a déjà eu? C'est peut-être son premier, c'est peut-être son cinquième, son sixième, que sais-je. Est-ce qu'elle a perdu les os? Si oui, ayez peut-être le réflexe d'aller voir peut-être sa serviette hygiénique, sa culotte, pour voir l'aspect du liquide amniotique, on y reviendra. Et alors, le toucher vaginal, là, ça peut laisser à votre appréciation. Si vous ne maîtrisez pas la technique en tant qu'infirmier, donc je ne sais pas, ben, ne le faites pas. Si le médecin qui maîtrise, peut-être qui a déjà fait des touchés vaginaux pendant sa formation, pourquoi est-ce que je parle de toucher vaginal? Parce que le toucher vaginal va simplement voir que le col est modifié et donc que la dame est peut-être réellement en travail. Et donc là, donc, si c'est oui, 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 ben là, il y aura une évaluation à faire selon la distance qui sépare le domicile de l'hôpital. Et si ben, vous estimez que ça va prendre trop de temps, ben, éventuellement, vous décidez également de rester sur place et de vous préparer à l'accouchement.
Ce que je n'ai pas dit en commençant, c'est qu'il y aura donc un moment de questions-réponses, donc ce sera à la fin. Donc si vous avez des questions, je ne sais pas si vous avez un bic, une feuille, donc peut-être vous les retenez dans votre tête, donc je vous invite à retenir vos questions. Et pour les personnes qui sont en distanciel, je suppose que vous connaissez un peu la procédure, vous pouvez donc envoyer vos questions. Nous avons quelqu'un qui recueillera celles-ci. Donc le score de Malinas, Yves de son prénom. Donc c'est une évaluation chiffrée qui est faite donc dans le cadre extra-hospitalier. Donc il va simplement pouvoir décider, savoir si la parturiente va accoucher de manière imminente ou si on a le temps de la transporter. Donc ça se base sur 5 critères qui sont évalués de 0 à 2. Donc voilà le tableau ici de score de Malinas. Donc vous voyez que ça reprend un peu les questions essentielles qui ont été posées peut-être préalablement. Donc vous voyez ici le nombre d'enfants, 1, 2, 3 ou plus. Donc vous voyez, donc celle-là, si c'est son quatrième, ben, vous mettez déjà 2 points. Depuis quand elle est en travail, moins de 3 heures, 0. Entre 3 et 5, 1 point. Vous voyez, plus de 6, 2 points. Donc je ne vais pas vous faire tous des coups. Est-ce qu'elle a perdu les os? Oui, non. Depuis combien de temps? L'intervalle entre les contractions et la durée des contractions. Donc, il faut savoir qu'une contraction de fin de travail, donc pour l'expulsion, ça peut durer jusqu'à 1 minute 30, voire parfois 2 minutes. Donc, c'est aussi un bon élément. Et puis alors, il y a des informations complémentaires dont on va y revenir. C'est la date du terme, quand est-ce qu'elle devait accoucher. Donc, ça, vous savez si c'est un prématuré ou un enfant à terme. Pour rappel, à mon avis, un enfant est à terme quand il est à 37 semaines accomplies. Est-ce qu'elle a envie de pousser? Mais ça, on a déjà posé la question. La maternité où elle est suivie et éventuellement quand même les problèmes éventuels de grossesse. Il faut quand même savoir si elle a une pathologie associée. C'est quand même important également. Alors, l'interprétation du score de Malinas, le voici. Donc, si vous obtenez un score en dessous de 5, vous avez comme une marge de temps pour la transporter. Il est mis entre 5 et 7, donc 6. Attention, donc voilà, il y a des paramètres à prendre en compte, comme le fait qu'elle soit peut-être multipare et qu'elle puisse l'accoucher plus vite. Une question peut-être intéressante, c'est de lui demander ben, comment se sont passés vos derniers accouchements. Oh là là, ça, j'ai accouché en 10 minutes. Là, c'est un élément peut-être aussi à prendre en compte. Ou ça a duré quelques heures, en sachant qu'un accouchement n'est jamais forcément le même. Le délai pour se rendre à la maternité, j'en ai déjà parlé. L'envie de pousser, j'en ai déjà parlé. Et la rapidité donc, des accouchements précédents, je vais vous en parler. Et alors, quand c'est un score supérieur à 7, donc là, l'accouchement est vraisemblablement imminent, donc elle a certainement envie de pousser. Bon, c'est pas très ravigotant ici de parler de ça, mais bon, voilà, vous savez que elle n'aura pas eu le temps d'avoir son petit lavement, donc là, elle va peut-être émettre des selles en même temps qu'elle pousse, et donc la présentation visible ou engagée. Donc voilà, donc c'était pour le petit rappel ou une information sur le score de Malinas. Mais il y a aussi des critères pathologiques à rechercher. Donc j'en ai parlé, le terme très important. Il faut savoir si possible en semaine où la dame en est. La couleur du liquide amniotique, je vous en ai parlé. Je vais donner des détails dans 2-3 minutes. Est-ce qu'il y a une procidence du cordon ou d'un membre? Alors évidemment, la procidence, bah, c'est seulement si c'est extériorisé. Donc si le cordon est sorti du vagin ou si vous voyez une petite main ou un petit pied hors du vagin. C'est vrai que s'il y a une procidence parfois qui est restée, donc qui a franchi le col mais qui est toujours dans le vagin, si vous ne faites pas de toucher vaginal, évidemment, vous ne le saurez pas. On y reviendra un petit peu tout à l'heure aussi par rapport à la prise en charge. Les saignements, bah, est-ce qu'elle saigne de façon anormale? Et est-ce qu'elle a une pathologie, exemple, une prééclampsie? Elle a peut-être déjà fait des crises d'éclampsie. Donc ici, vous avez aussi un petit tableau récapitulatif donc qui reprend donc la prématurité. Donc c'est quand même une condition pathologique et très importante. Et vous verrez quand on vous dira ce que vous devez faire comme petit rapport, comme petite transmission via l'hôpital et le service qui va accueillir la dame et le bébé. Ben, c'est bien de dire l'âge gestationnel. Alors le liquide amniotique méconial, ça signifie donc qu'il y a une souffrance fœtale. Donc pour rappel, un liquide amniotique doit être clair. Qu'est-ce qu'un liquide amniotique clair? Comme je dis toujours à mes étudiantes, vous prenez une bouteille d'eau, vous y mettez du jus de citron sans les pulpes, et donc vous avez donc l'aspect du liquide amniotique qui est dit citrin. Donc voilà, donc ça c'est pour vous donner une image. Il peut avoir donc du méconium. Normalement, le bébé ne va pas à sel dans le ventre de sa maman. S'il devait y avoir du méconium, ça signifie qu'il y a eu certainement une hypoxie, une hypoxémie, on va rester à l'hypoxie. Le manque d'oxygène va donner un stress au bébé. Le stress va lui faire sécréter des catécholamines comme l'adrénaline. Et là, ça va augmenter le péristaltisme de ses intestins et donc il va aller à sel dans le in utero. Donc, si c'est frais, si c'est aigu, ce sera du liquide méconial
teintée. Si c'est ancien, si c'est chronique, ben là, ce sera parfois une purée, une soupe de méconium, si vous voulez. Donc là, ça veut vraiment dire qu'il y a une souffrance fœtale chronique. Donc, dans les deux cas de figure, si l'accouchement est imminent, dans ces deux cas de figure-ci, ben là, vous préparez à accoucher inopinément, mais surtout aussi, et ça j'y reviendrai dans tous les cas, même si aujourd'hui on s'arrêtera, le bébé ira bien, c'est sûr, on doit toujours préparer le matériel pour le bébé, donc l'oxygène, la couverture de survie, pour le masque ballon, voilà, donc on doit toujours se préparer. Et si en plus, s'il est prématuré ou si on sait qu'il y a une souffrance chronique, là, évidemment, il faut être encore plus vigilant. Et si l'accouchement n'est pas imminent, là, par contre, évidemment, vous informez le bloc obstétrical et vous transportez la patiente en PLS et de l'oxygène. Ça va? Je ne vais pas trop vite. Alors, autre donc, condition pathologique dont j'ai déjà un peu fait référence, donc c'est la fameuse procidence, l'hémorragie. Dans ces deux cas de figure-là, ben, il n'y aura pas de césarienne sur place, donc il faut transporter au plus vite la maman donc, vers un service d'urgence, déclenchement du code rouge en prévenant le bloc obstétrical. Donc, je ne sais pas si, bon, peut-être que vous aurez des questions tout à l'heure sur la prise en charge de la procidence visible. Bon, on vous répondra peut-être à vos questions tout à l'heure. Sachez que si c'est, je peux déjà vous dévoiler une petite chose, si jamais vous voyez que le cordon donc, est sorti du vagin, déjà transportez-la en traîne de Lembourg maximale. Et éventuellement, à ce moment-là, si vous savez refouler la tête, donc ça c'est déjà un bon réflexe. Si par contre la tête est prête comme ici, allez-y madame, poussez et vous sauverez l'enfant. Alors, phase de l'accouchement et préparation de celui-ci. Donc, un accouchement, il a trois phases en fait. Il a la dilatation, l'effacement et l'expulsion. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et la dilatation et l'effacement et l'expulsion représentent le travail. Donc, et le travail s'appelle parturition. C'est pour ça que la femme en travail, c'est la parturiente. Et puis alors, la délivrance, qui est la troisième phase, c'est celle qu'on redoute le plus souvent. Risque d'hémorragie, c'est le risque number one. Nous en parlerons tout à l'heure également. Donc, vous voyez qu'à chaque phase, il y a des risques, des complications possibles. Donc, la souffrance fœtale, évidemment, pendant le travail et l'expulsion, l'hémorragie dans les trois phases, la procidence, la phase 1, la phase 2, la anomalie de contraction. Ce n'est pas noté dans l'expulsion, mais elle pourrait aussi avoir des anomalies de contraction. Mais bon, dans le cas qui nous occupe, elle va accoucher. Donc là, à mon avis, elle n'a pas de problème de contraction. Pendant l'expulsion, donc risque de procidence également, de dystocie des épaules. On vous en parlera un petit peu. Et il se peut que le bébé naisse pas, non pas la tête en bas, mais le siège, par siège. Donc là aussi, ça peut aussi peut-être vous donner un petit stress. Et alors, pour la délivrance, il y a un risque de rétention, un morceau de placenta qui ne sortirait pas, d'atonie, donc la dame qui n'aurait plus de contraction, donc d'hémorragie et éventuellement la dame en choc. Alors, la patiente est-elle en travail? Donc, une petite brève définition, le travail aboutit à une dilatation progressive du col utérin sous l'effet des contractions douloureuses et régulières. Donc, de nouveau, dans le cas qui nous occupe, ben, normalement, si vous restez, c'est que le col est bien dilaté, voire plus là du tout. Et donc, c'est le toucher vaginal, donc qui va permettre justement d'apprécier, lorsque celui-ci n'est pas, le col n'est pas encore dilaté entièrement, ben, la position, la longueur, la consistance. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait. Et également, un diagnostic sera fait aussi avec la palpation des contractions utérines. La dame va verbaliser qu'elle a des contractions, mais vous pouvez évaluer en mettant vos mains sur son ventre, voir un petit peu si le ventre durcit ou s'il se relâche bien. Donc ceci, le schéma ici, c'était juste une représentation de la modification du col. Vous voyez à gauche l'effacement en premier lieu, puis la dilatation de la primipare. Donc primipare, une dame qui n'a jamais accouché. La multipare, ben, ça se fait un peu en même temps. Elle peut très bien avoir un col à 3-4 cm et pas encore entièrement effacé. On dit en général que ça va plus vite pour une multi qu'une primi, mais il y a des exceptions. Parfois, il y a des multipares qui peuvent aussi avoir des contractions de moins bonne qualité. Donc ici, ça c'est le matériel. Bon, c'est un peu réducteur parce que forcément, il faut des compresses, il faut des champs, il faut etc. Donc là, vous avez la trousse avec les pinces cochères, une paire de ciseaux, l'antiseptique, vous ne le voyez pas, les champs, il y en a là, et une pince de barre. Donc, comment installer la patiente?
Bonne question. Donc, vous voyez ici cette patiente qui est installée les fesses au bord du lit ou du fauteuil. Il faut penser quand même au fait que d'essayer d'éviter quand même peut-être qu'il y ait plein de sang qui pourrait peut-être dégrader le fauteuil ou le matelas du lit. Donc, le fait de mettre la dame comme ça avec le tabouret ou des chaises, hein, tout le monde n'a pas des tabourets, un bassin au milieu, avec en dessous un essuie. Vous pouvez demander à l'accompagnant, donc l'opérateur B qui sera destiné à s'occuper du bébé, ben, lui va demander à l'accompagnant, avez-vous des essuies, avez-vous quelque chose? Donc, on demande un petit peu peut-être à l'accompagnant s'il n'est pas trop paniqué, un petit peu sa participation. Vous voyez la tête légèrement surélevée, les cuisses en légère flexion pour justement favoriser donc l'expulsion du bébé et on va la faire pousser. Donc évidemment, imaginons que vous avez vu la tête au périnée et vous voyez que la poche n'est pas rompue. Donc là, à ce moment-là, il faudra rompre la poche. Pour la petite histoire, si un bébé naît avec la poche des os sur sa tête, il naît coiffé. Et quand un bébé naît coiffé, ça porterait bonheur à l'enfant, aux parents et à la personne qui l'accouche. Ça, c'était ma petite anecdote. On vérifie la présentation, tête ou siège, et puis la dame peut commencer à pousser, mais bien souvent, elle n'entendra pas votre autorisation, elle aura envie de pousser. Donc, très important, c'est qu'elle doit pousser en même temps que la contraction. Elle doit aussi un petit peu s'économiser quand il n'y a pas de contraction. Donc, c'est vraiment le rôle de l'opérateur B, que j'appellerai celui qui s'occupe du bébé, qui lui va dire, allez, là, il n'y a plus de contraction, respirez calmement. Et on la fait pousser vraiment pendant la contraction. Alors, la technique grande aspiration, effort de pousser, mais on va lui dire de pousser un peu comme elle le sent, hein. Elle n'a pas de péri, là, elle sent la tête qui sort. Je crois que vous n'avez même pas besoin de lui expliquer. Et idéalement, on dit il faut 3 efforts par contraction, mais de nouveau, s'il n'y en a que 2 et qu'elle pousse bien, on est d'accord. Alors, j'ai pris mon petit ustensile ici. Donc, vous voyez ici un bébé, soit il peut être dirigé comme ceci, avec le dos vers l'avant, soit il peut être plus avec le dos vers le dos de la maman. D'accord? Alors, ça, c'était pour vous montrer un petit peu les 2 images ici. Et puis alors là, c'est simplement de la manière dont il peut mettre sa tête, il ou elle. Donc, et c'est ce que nous, on perçoit, on sent quand on fait notre toucher vaginal. Donc là aussi, on voit un bébé qui est encore haut. Donc là, vous n'aurez vraiment pas le périnée bombant. On voit qu'il commence à s'engager. Là, c'est une technique là pour les sages-femmes ou les gynécos pour voir si le bébé est engagé. Et puis, lors de l'expulsion proprement dite, on va décrire ici et puis on va vous montrer en geste cette expulsion. Donc, le but est aussi d'empêcher la tête de bien fléchie. Qu'est-ce que c'est une tête bien fléchie? Donc, c'est un bébé qui met vraiment sa tête comme ceci. Je vais lui enlever ses jambes là parce que voilà. Et ça permet de présenter le plus petit diamètre, c'est-à-dire 9 cm et demi, pour pouvoir s'adapter donc aux dimensions d'un bassin, féminin normal. Donc, on va vous montrer comment empêcher la tête de sortir trop vite. La tête va forcément, au fur et à mesure des poussées, descendre progressivement. Puis, il y aura un dégagement de la tête qui va faire un petit mouvement comme ça. Puis, une restitution, on va vous expliquer. Donc, il va se faire évidemment, si le bébé avait son dos ici à gauche, lui, il est né comme ça, ben, la restitution, il va retourner son occiput vers son dos. Il ne va pas se tordre le cou. Et puis, à ce moment-là, on dégage l'épaule antérieure et puis l'épaule postérieure. Le reste du corps suit assez rapidement. On dit attention, ça glisse, attention, c'est mouillé, ça ne glisse quand même pas tant que ça non plus. Donc voilà la suite de mon discours. Hein, là, la dame qui pousse, vous voyez que ça avance, ça avance, ça avance. Ici, le dégagement dont je viens de parler. Et puis, là, la tête est sortie. Ici, ce qui n'est pas représenté sur le... Ici, c'est qu'on doit vérifier s'il n'y a pas un cordon. Là, ce n'est pas noté là parce que s'il y a un cordon qui est serré, il ne faut pas continuer l'accouchement. Il faudra mettre des pinces et dire à la dame de ne pas pousser et essayer de couper le cordon. Mais il peut aussi le cordon être enlevé comme un peu comme un tour d'écharpe. Et puis alors, on voit la fameuse restitution et puis l'épaule antérieure et l'épaule postérieure. Nous allons passer à la démonstration. Là, pour la démonstration, je vais mettre une seule paire de gants, simplement parce qu'ici, je n'ai pas besoin d'en mettre 2, mais si vous, à domicile, quand vous arrivez pour accoucher, mettez bien 2 paires de gants.
Pourquoi? Parce qu'une fois que le bébé est sorti, si vous devez aider l'autre intervenant à réanimer le bébé, clac, clac, vous enlevez vos gants, vous allez l'aider tout de suite. Si vous êtes à main nue et que vous devez remettre des gants, c'est juste l'enfer. Donc, voilà. J'ai pas pris de tabouret, j'ai fait l'effort. Je ne suis pas dans ma situation habituelle. J'ai envie de pousser. Poussez, madame, allez-y, poussez, 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 poussez. Donc, elle pousse fort. Moi, je retiens sa tête avec une main et je tiens son périnée. À l'hôpital. Poussez, madame, c'est bien ce que vous faites, madame, allez-y. Voilà, poussez, bravo, madame, bravo, bravo, bravo. Super. Ne poussez plus, madame. Sa petite tête est là, son petit visage est sorti, ne poussez surtout plus. Je vais vérifier qu'il n'y a pas un cordon autour du cou. Ah, si, il y en a un. Attendez, madame, ne poussez plus. C'est dur. Oui, voilà, c'est fait. Il est libéré. Sa première épaule sort. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose ici. La deuxième épaule sort. On soutient le périnée pour ne pas que ça déchire. Hop. Les petits bras sont dehors. Bravo, madame. Voici votre bébé. Son cordon ne tient plus. Et le cordon. Mais il s'est déconnecté. Bon, voilà. Normalement, le cordon n'est pas déconnecté du nombril de l'enfant. Et alors, si l'enfant va super bien, on le frotte, Anne le fait, mais on ne coupe pas tout de suite le cordon. À l'heure actuelle, on recommande quand même un clampage tardif du cordon. Donc, on le laisse, si l'enfant va bien, on le laisse un petit peu sur sa maman, bien au chaud, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de battements dans le cordon. Et puis, on place. Deux pinces. Alors, je ne sais pas ce que vous faites à domicile, si vous utilisez des cochères ou si vous utilisez tout de suite les clans en bas. Cochère? Je vais prendre ici. Donc, vous mettez vos deux pinces. Je peux pincer ton cordon? Oui, tu Oui. peux. Je vais juste couper que tu peux pas. Oui, non, je ne vais pas le couper. On traite bien le cordon pour ne pas se prendre du sang en plein la figure quand on coupe le cordon. Et puis, clac, vous coupez. Si le papa est là, qu'il a envie de couper, si tout le monde va bien, soyez Au lieu de sympa. tomber dans les pommes. Proposez au papa de couper si tout le monde va bien. Je ne peux pas couper ici, sinon je vais avoir des problèmes avec Madame Lenoir. Non, avec mon Nicole. Mais vous coupez. Hop. Voilà, je vais. Super, bravo Madame. Ah ben, c'était dur. Alors, vous avez vu en dessin, vous avez vu en démo, et voici des photos. Je ne veux pas de gens qui tombent dans les pommes. Donc là, vous voyez ici, ben voilà, on soutient la tête, on voit que le périnée n'est pas proche de se déchirer, on voit la tête qui progresse, on voit le dégagement de l'épaule antérieure, la postérieure, et là, on voit qu'on clampe le cordon. Alors, ici, notre bébé ici est sorti facilement. Il y arrive parfois où, mais sachez, pour vous rassurer que c'est rarement pour un accouchement rapide, il pourrait se passer que les épaules soient bloquées au-dessus du détroit supérieur, avec une tête éventuellement qui serait réaspirée. Donc, c'est souvent dans la situation où le bébé est soit trop gros, macrosome par rapport au bassin de la dame, soit parfois mal orienté. Donc, dans la tête sort, et puis alors quand on veut, donc on restitue, puis quand on veut donc dégager l'épaule antérieure, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Donc, deux manœuvres à retenir qui sont vraiment pas difficiles à pratiquer et qui peuvent parfois être suffisantes pour lever ce blocage. Donc, c'est l'hyperflexion des cuisses sur le tronc. Donc là, ben, vous demandez, évidemment, l'opérateur A, il reste devant, et c'est l'opérateur B qui va prendre les jambes, et une pression suspubienne, comme vous voyez ici, et bien souvent, c'est suffisant pour dégager donc, les épaules qui étaient bloquées. Donc ça, c'est deux gestes, je pense, déjà très importants à retenir. On va parler maintenant de l'accouchement du siège. Donc là, vous voyez deux possibilités. Il y en a une troisième avec carrément les pieds vers l'avant. Mais on a le siège complet, donc vous voyez un petit peu installé comme Bouddha. Et ici, vous avez un siège dit décomplété. Là, carrément, les pieds qui lui caressent la figure. Donc voilà. Donc en fait, très important aussi, lorsque le bébé se présente
par un siège. Donc là, par contre, ce qu'on propose, c'est de ne pas mettre la dame, comme tout à l'heure, les fesses au bord du lit, au bord du fauteuil. Il faut que vous le laissiez la dame dans le sens de la longueur donc ou dans l'autre sens de la longueur du fauteuil. Pourquoi? Parce qu'un bébé qui sort par le siège, il ne faut absolument pas le toucher. Ça veut dire qu'il va sortir tout doucement et il va se déposer justement sur le plan du lit ou du fauteuil ou du divan. Donc, il ne faut pas le toucher. Je vais expliquer pourquoi. Donc, c'est aussi pour ne pas, si vous le laissez avec les pieds sur les tabourets, ben, il va avoir le bébé qui se prend, qui limite fait déjà de l'aération. Bon, voilà. Donc, ici, on ne touche pas. Pourquoi? Parce que si on le touche, il risque déjà de faire des efforts respiratoires prématurés, mais surtout, il risque de remonter. Où est-ce qu'il est, mon enfant? Il risque de remonter ses bras et en faisant le relèvement des bras comme ça, donc il va augmenter son diamètre biacromial, donc le diamètre entre les deux épaules. Donc, ça veut dire qu'il risque de rester calé. Donc, on ne touche pas. D'accord? En général, le dos, il va sortir ici. Donc, je vais mettre en siège, donc la tête est là, donc il sort le dos vers le pubis, qu'on appelle en antérieur, donc, mais même pas antérieur, il est vers le pubis. Et puis, normalement, on fait des manœuvres, on va vous montrer. Si jamais, donc je viens de vous dire qu'on ne touchait pas, j'ai perdu mon truc. Et là, normalement, ça va aller, il va tourner sa tête en arrière. Si jamais il devait tourner, donc ici on voit le bébé qui sort bien le dos vers l'avant, c'est classique, on ne touche pas, on ne tire pas. Normalement, ça va suivre assez facilement. Donc, vous voyez ici, quand la tête passe, la manœuvre de Morisot dit qu'on peut mettre le doigt dans la bouche du bébé, en fait, pour accentuer la déflexion. Et ici, il y a d'autres manœuvres, hein. Mais je ne sais pas où j'ai mis les trucs là. Là en dessous. Là en dessous. Ouais. Si jamais on voit que son dos veut, un petit comique qui veut tourner comme ça, là, on touche. Parce que si vous le laissez, il va se mettre comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Le menton ici va rester accroché au pubis. Donc, du coup, là, tant pis s'il relève les bras. Non, 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 on le prend et on le remet donc dans la bonne direction. Cette manœuvre n'a pas de nom, nous avons cherché, il n'y a pas de nom à cette manœuvre, mais voilà. Mais on l'attrape et on le tourne. OK? Donc, voilà un petit peu pour le siège. Je ne sais pas si tu voulais montrer le siège. J'ai déplacé, je l'ai mis. Il est en siège mode défense. OK, on va refaire une démonstration pour le siège. En même temps, je ne dois pas faire grand-chose. Moi encore. Je ne savais pas que j'entendais des jumeaux. Mais remets des gants propres. Écoute, on ne va pas se casser. Voilà pourquoi il faut mettre 2 paires de gants, parce qu'après, quand on doit remettre, quand ils ont bien, c'est pas évident. On a remis du gel? Ben, pas trop. C'est encore bien gras ici. Bon, on y est. Allez-y, madame, poussez. Il n'est pas bien mis. Si, mais c'est le bébé, c'est pas un vrai bébé, quoi. Donc, je ne sais pas du tout. Ah, voilà. Je vais retenir la madame, moi. Ça va? Oui, ça peut sortir. Vas-y. Poussez, madame. Poussez. Je ne pousse pas. Ici, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le bassin qui vient vers moi. Mais je ne peux pas toucher, qu'on a dit. Il ne veut vraiment pas sortir. Bon, c'est pas grave. Oui, vas-y, c'est bien. Allez-y, madame, poussez. Bon, là, en théorie, en fait, la jambe, ça fait quand même le faire. Ouais. Le vrai bébé, il va sortir ses jambes. Et une fois qu'on a les omoplates, on peut l'attraper. On tourne, on prend un petit bras, on tourne, on prend le deuxième petit bras et hop, normalement. Oui. Et hop là, voilà. Félicitations, madame. Si. Je vais remettre ce petit bonnet. Je sais pas si vous voyez quelque chose, en fait, ou si vous avez ma tête juste devant. Donc, ça sort plus facilement que ça. Alors, ici, le bébé est né, soit en sommet, donc la tête, soit en siège.
Donc arrive la fameuse troisième phase, la phase de la délivrance. Donc la délivrance, c'est quoi? C'est l'expulsion du placenta et de ses membranes. Donc vous voyez ici le placenta et les membranes, donc qui sont faites. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les membranes? Il y a 2 membranes, l'amnios et le chorion. Le chorion, l'amnios. Donc voilà, donc ça c'est une délivrance complète. Donc c'est la dernière phase, mais c'est celle qu'on craint le plus, c'est la plus dangereuse, le risque principal étant l'hémorragie. Donc avant de passer la parole à Émilie, on ne peut plus, moi j'ai poussé. Il y a 3 phases de la délivrance. Donc d'abord le placenta qui va se décoller. Là ici évidemment on n'aura pas su rien faire comme peut-être direction pharmacologique. Donc il va pas falloir souvent attendre, parfois ça peut prendre au moins 30 minutes. Donc ça peut-être que vous ne devez pas trop vous tracasser pour... mais vous surveillez bien la maman. Donc le placenta au bout d'un moment va se décoller. Il y a du sang qui va un peu s'écouler le long du cordon. Puis alors après, le placenta décollé va arriver donc dans le vagin. La dame pourrait ressentir un peu des contractions, même ressentir quelque chose qui va ressortir. Et une fois que le placenta donc est sorti de façon intégrale, donc on va arriver à la troisième phase, c'est la phase d'hémostase, où il faut que le muscle utérin se contracte bien. C'est ce qu'on appelle le globe de sécurité. Il faut vous imaginer, et en plus vous avez suffi, qu'il y a une plaie utérine qui est quand même grosse comme ça. Pendant la grossesse, il y avait des échanges de sang. Donc, les vaisseaux étaient dilatés. Si l'utérus ne se contracte pas, vous imaginez la dame qui peut saigner sur une superficie comme celle-ci. Donc, c'est pour ça que le réflexe à avoir, c'est de regarder si l'utérus est bien rétracté, contracté, et c'est ce qu'on appelle le globe de sécurité. Sur quoi t'appuies? Moi, je vais vous parler des hémorragies du postpartum. Donc, je pense que sur un accouchement à domicile qui se passe bien, c'est sans doute ce qui est le plus redoutable, c'est ce qui se passe après. Car en tout cas, le bébé qui va sortir vite à la maison, c'est souvent chez les multipares et ce sont les plus dangereuses en ce qui concerne les hémorragies. Donc, la définition de l'hémorragie du postpartum pour un accouchement par voie naturelle, c'est une perte qui est supérieure à 1,5 litre. Les formes sévères, c'est plus d'1 litre. En cas de césarienne, on parle d'hémorragie seulement quand il y a 1 litre de perte. Pour les étiologies, il y a 4 possibilités. Soit il y a un problème de tonus, donc vous avez une anomalie de la contractilité de l'utérus. Soit il y a un problème qui est organique, le placenta ne sort pas, ou une partie du placenta n'est pas sortie, ou l'utérus est plein de caillots et n'arrive pas à se recontracter. Soit il y a un problème de traumatisme des voies génitales. Le bébé est sorti, il est sorti vol au pétrole et il a déchiré tout sur son passage. La dame, elle saigne de son vagin, elle saigne de son col. Et puis, il y a aussi le 4e T, c'est pour thrombine, pour trouble de la coagulation. Donc ça, on va en parler ici dans la diapositive suivante. Donc pour l'atonie utérine, donc quand on parlait de troubles de contractilité, les facteurs de risque, comme je vous l'ai dit, c'est la multiparité, donc les dames qui ont eu plusieurs enfants. L'hydramnios aussi, la patiente diabétique qui a beaucoup de liquide, qui a un ventre qui est beaucoup plus distendu qu'une patiente classique, va avoir du mal à recontracter son utérus. Les grossesses multiples, je vous souhaite de ne jamais avoir de jumeaux à domicile. Parce que même nous, ça nous fait trembler, voilà. Et la macrosomie, donc ça va souvent de pair avec l'hydramnios chez la patiente diabétique. En ce qui concerne la rétention, donc certaines patientes ne vont pas délivrer du tout. Vous allez l'accoucher ou la découvrir à la maison, elle a déjà accouché. Tout va bien, elle ne saigne pas, le placenta est toujours dans l'utérus de la dame se porte comme un charme, le bébé va bien, vous allez revenir à l'hôpital, vous n'allez pas la délivrer. Par contre, si elle se met à saigner ou qu'elle dit ça recontracte, je sens que j'ai besoin de pousser de nouveau, vous allez la délivrer, le placenta va sortir. Vérifiez que le placenta est bien complet. On le déroule complètement, on le met à plat. Nous, on le fait évidemment dans nos blouses stériles quand on accouche, mais on le met à plat sur nos genoux. On vérifie qu'il est bien complet, qu'il n'y a pas un trou dans la galette, parce que s'il y a un trou dans la galette, ça veut dire qu'il y a toujours un morceau dans la madame. Et ça ne va pas aller. Il y a aussi tout ce qui est pathologie type placenta accreta, percreta et autres. Ça, si ce n'est pas connu, ce n'est pas à domicile qu'on va régler le problème. Si la patiente est connue avec un placenta accreta parce qu'antécédent de et qu'on a fait un suivi particulier, si possible qu'on ne l'accouche pas à la maison. Et s'il faut vraiment l'accoucher à la maison, il faut revenir très très vite à l'hôpital.
Ensuite, les traumatismes, donc il faut là, un examen complet des voies génitales à domicile. Je ne sais pas très bien comment vous allez pouvoir vous débrouiller pour examiner la patiente, puisqu'il faut des valves et il faut une lumière correcte. Donc la dame qui saigne sur un traumatisme, il faut la ramener très vite en salle d'opération. Et il y a toutes les patientes qui ont un trouble de la coagulation. Alors, il y a les pathologies préexistantes, la patiente von Willebrand, la patiente hémophile. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous arrivez, posez-lui des questions, demandez-lui si elle a des pathologies concomitantes à sa grossesse. C'est important de savoir si on s'attend à un risque hémorragique. Il y a tout ce qui est pathologie acquise, la patiente prééclamptique qui n'a plus que 40 000 plaquettes, elle va saigner. Donc voilà, a priori, elle ne sera pas à domicile en fin de grossesse, mais ça peut vous arriver d'arriver pour une prééclamptique. Et puis, il y a toutes les patientes sous anticoagulants. Les patientes qui ont des antécédents de phlébite, d'embolie pulmonaire, des antécédents de plusieurs morphettes à l'unitéro, elles vont être sous Clexane pendant leur grossesse. Si elles accouchent de façon inopinée, elles n'auront pas arrêté leur traitement suffisamment tôt, elles risquent de saigner. Donc, les conséquences de l'hémorragie du postpartum, les patientes qui accouchent, elles sont jeunes, généralement en bonne santé, et elles sont très tolérantes jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Donc, on va du simple petit malaise au choc hypovolémique, et parfois, elles se choquent vite, et on ne l'a pas toujours vu venir. Donc, il faut être vraiment très, très attentif à l'état de la patiente, à son état de conscience, à sa couleur. La patiente qui est pâle, voire un peu jaune comme le drap de notre bébé, qui bâille, qui dit qu'elle a soif et qui saigne plus que la norme. Méfiance, 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 celle-là, elle va se choquer. Donc, on va passer par la coagulation intravasculaire disséminée, puis l'insuffisance rénale, puis elle va avoir une défaillance multiorganique et si on ne fait rien, elle va finir par décéder. Le piège de l'hémorragie en postpartum immédiat, c'est quand on n'a pas de saignement qui s'extériorise, notamment chez la dame qui n'a pas encore délivré. Son placenta peut se décoller, il n'y a pas de sang qui coule, mais le sang s'accumule, s'accumule, s'accumule dans son utérus et elle se déglobulise, mais on ne le voit pas. Et donc, bien la surveiller, bien surveiller son état de conscience et ses paramètres vitaux, c'est vraiment très important. Alors, donc, c'est ce que je disais, voilà, surveiller les pertes, surveiller qu'on a un bon globe de sécurité. Donc ça, vous mettez la main sur le ventre. Quand on vient d'accoucher, on a son utérus qui est à l'ombilic, voire 1 ou 2 doigts plus bas. Si vous avez l'utérus qui remonte jusqu'à l'appendice xiphoïde, c'est pas normal. S'il est bien dur, bien bas, on est tout à fait rassuré. Vérifier les paramètres maternels et son état de conscience. Alors, l'idéal de l'idéal pour prévenir l'hémorragie du postpartum, c'est de faire une injection de 5 unités de syntocinon en intraveineuse au moment où les épaules sortent. Mais alors, on me rend bien compte qu'à domicile, quand on vient, parce que c'est le branle-bas de combat, ça va être un peu compliqué de réaliser cette injection. L'idéal, c'est de diminuer la période de délivrance, puisqu'on sait que le sang peut s'accumuler dans l'utérus sous le placenta, mais c'est mieux qu'elle ne délivre pas trop tard. Et alors de bien examiner le placenta. Comme je vous disais tout à l'heure, s'il reste un morceau à l'intérieur, la dame, elle va saigner parce qu'elle ne va pas recontracter. Donc, comment agir, comment la prendre en charge? Il faut intervenir très vite et de manière efficace. Donc, une dame qui commence à saigner, il faut absolument lui mettre une voie veineuse. Dans l'idéal, il faut en mettre 2, des voies veineuses de bon calibre, et il faut la remplir. Une dame, dès qu'elle se met à saigner, on lui masse l'utérus pour essayer qu'il se recontracte. Idéalement, il faut lui vider sa vessie, ça aidera à avoir un bon globe. Ça aussi, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour vider une vessie à domicile. Délivrer manuellement ou réviser l'utérus sans anesthésie, c'est de l'ordre. Je ne suis pas sûre qu'elle va vous laisser faire. Examiner les voies génitales, je vous ai dit, vous n'y arriverez pas. À domicile, vous n'avez pas le matériel adéquat et vous n'allez pas pouvoir suturer. Donc, bien la masser, vider sa vessie et lui administrer un utérotonique, je pense que c'est ce qu'on peut faire pour vous à domicile. Après, il faut la transférer de manière urgente à l'hôpital. Et il faut vous assurer que nous soyons aussi de retour. Donc, vous êtes à la maison, vous décidez de rentrer, la patiente, elle saigne. Il faut que en gros, il faut déclencher un code rouge en disant bien que le bébé n'est plus à l'intérieur, mais il faut qu'il y ait 2 gynécos qui reviennent, il faut qu'il y ait l'anesthésiste qui revienne, il faut qu'on soit prêt, limite qu'on soit là avant vous, ici pour l'accueillir au bloc opératoire et faire tout ce qu'il y a à faire pour que cette dame survive.
Donc, je vais laisser Anne vous parler de l'accueil et de l'évaluation du nouveau-né. Oui, voilà, des petits rappels de vérification d'évaluation du nouveau-né. On en a déjà eu 2 qui sont nés aujourd'hui, un en sommet, un en siège. Ils allaient tous les 2 très bien. Comment est-ce qu'on sait qu'il va bien? Il respire, il crie, il est bien tonique, il est bien coloré. Alors le rythme cardiaque, il est entre parenthèses parce que s'il crie qu'il est bien tonique, etc., son cœur, ça va. Je pense que vous savez que pas besoin spécialement de stéthoscope. Vous mettez vos doigts à la base du cordon, vous allez sentir le rythme cardiaque, la fréquence cardiaque du nouveau-né. Donc, il peut avoir un cri vigoureux, il peut avoir des mouvements respiratoires adéquats, mais par contre, il peut avoir une respiration anormale, donc avoir des moments d'apnée ou même des gaspes. Donc ça, c'est l'évaluation de la respiration et du cri. Donc le tonus, il peut avoir, vous voyez la photo ici à droite d'un bébé, on voit qu'il est tout tonique, hein, il fléchit ses extrémités, il a des mouvements spontanés. En dessous, on voit absence de tonus, on voit vraiment que vous avez un bébé qui est tout mou, comme ça, comme une poupée de chiffon, voilà, vous savez qu'il n'est pas tonique, là, forcément, il faut agir. La coloration, normalement, il est rose. Voilà, j'en parlerai tout à l'heure avec le score d'Apgar, mais en général, la première minute, il a les petites mains, les petits pieds un peu plus bleutés. C'est normal, c'est la crocyanose. Moi, j'ai comme ça les étudiantes, si elles doivent me parodier, je dis souvent que la nature est bien faite et donc la première minute, le bébé doit s'adapter à sa vie extra-utérine et la circulation va d'abord favoriser les organes nobles comme le cerveau, le cœur, etc. Donc il se peut que parfois les mains et les pieds soient un peu plus bleutés, c'est normal, on retirera un petit point, mais dans l'ensemble, il va bien. Et alors par contre, il peut être pâle, donc là ça signifierait qu'il y a une hypovolémie, un bas débit cardiaque, il peut avoir une cyanose avec une hypoxémie. Donc là, vous voyez un bébé, je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, qu'il est cyanosé, je ne sais pas si vous le voyez. Attends, je vais couper la lumière de quelques secondes parce qu'on voit vraiment bien son masque. Si la lumière veut bien s'éteindre. Vous voyez mieux qu'il est bleu. Donc voilà, donc petit rappel du score d'Apgar. Hein, donc vous voyez, 5 critères, évalué de 0 à 1 et 2, là il va bien. Hein, donc, parce que je dis la première minute, souvent il peut avoir 9, mais bon voilà, s'il a 10, 9 ou 10, on est content. Un bon score d'Apgar, il doit être supérieur à 7, donc 8, 9 ou 10. À partir de 7, il y a quelque chose à faire. Donc il faut ne plus que de le stimuler un petit peu, des choses comme ça. Hein, c'est pas tout de suite de la réanimation. Vous voyez ici qu'on met un point, moi, forcément les mains et les pieds bleus, la fréquence cardiaque est moins de 100 mais supérieure à 60, petite grimace, donc là, je pense que vous vous rappelez vos cours, vous avez certainement appris le score d'Apgar dans vos cours, et là évidemment, pâle ou bleu, nul, pas de réponse, rien à faire, absent, donc là c'est des zéros. Donc ça, c'était le score d'Apgar, un petit rappel. Donc, pour prendre en charge le nouveau-né, donc on a parlé de la maman qui avait un risque d'hémorragie. Le bébé, son risque number one, c'est l'hypothermie. Donc, vous avez vu que on le met en peau à peau, on l'essuie, on lui met son petit bonnet, on lui met une petite essuie ou un essuie ou des choses que vous aviez peut-être sur vous, et la fameuse couverture de survie qui est tombée d'ailleurs. Donc voilà. Alors, assurer la liberté des voies aériennes, c'est simplement penser à bien mettre le bébé en position neutre, hein, pas forcément comme ça. Oxygéner si besoin, maintenant on dit que les premières minutes, même les premières, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais quand on commence les premières insufflations, c'est souvent à l'air, on ne met pas forcément d'oxygène tout de suite. Et surtout, éviter toute contamination. C'est pour ça que tout à l'heure, Émilie vous a dit que quand l'opérateur A va faire l'accouchement, il va mettre 2 paires de gants. D'accord, donc, il va faire l'accouchement. Et si il va couper le cordon et que le bébé doit être pris à côté où on aura préparé la table, on doit entreprendre une réanimation. À ce moment-là, on enlève sa première paire de gants et il nous reste la deuxième paire pour toujours éviter la contamination peut-être occasionnée. La première paire a peut-être eu du sang, des selles de la maman. Donc ça, c'est un petit peu les règles à respecter lors de la prise en charge. Donc, je vous ai parlé tout au long de mon dialogue, de mon discours, donc de la répartition des rôles. Donc, vous voyez, c'est très important le qui fait quoi, déjà de décider avant que vous n'arriviez à domicile. Donc, voilà. Donc, l'opérateur A, il va faire des choses avant, pendant, après. Le B aussi. Donc, c'est un peu un résumé de tout ce que je vous ai dit depuis toute ma prise de parole. Donc, vous voyez les questions essentielles, la préparation du matériel, les 2 paires de gants, pas oublier de soutenir la parturiente, on en a parlé. Pendant ce temps-là, l'opérateur B prépare le matériel pour bébé, je vous l'ai dit aussi. Hein, on doit toujours se préparer à une réanimation éventuelle, même s'il n'y a pas de conditions pathologiques qui ont été, je veux dire, déclarées.
On peut gérer l'accompagnant dans le sens, peut-être aussi s'en occuper, lui demander un peu d'aller chercher du matériel ou l'autre et peut-être de le soutenir également. Elle peut aussi être paniquée, hein. Pendant, l'opérateur A réalise l'accouchement, il essaie de rester calme, je dis bien essayer, soutient la parturiente. Et l'opérateur B, lui, qui a fini de préparer le matériel, il vient près de la maman, il met ses mains sur son ventre et il lui dit, voilà madame, poussez, il y a une contraction, ne poussez plus. Et comme j'ai déjà dit, à mon avis, il n'y aura pas besoin de lui dire de pousser, elle poussera. Et de logistique éventuelle. Et alors après, on dépose le bébé sur le ventre, on clampe, on coupe le cordon, on continue à surveiller la maman. On vient de vous expliquer les risques d'hémorragie éventuelle. L'opérateur B, il sèche, il stimule, il réchauffe, petit bonnet, couverture de survie, tout en évaluant et en faisant donc le score d'Apgar et en mettant le bébé en peau à peau. Donc peau à peau, c'est vraiment ventre contre ventre. La maman peut avoir, donc c'est vraiment sous la peau de la maman. Et il faut toujours bien penser à ce que le visage soit vers la maman et que le nez soit bien dégagé. Alors, ici, pour le choix de la maternité, je donne la parole à Émilie. Je n'ai pas fait une dia très détaillée à ce sujet-là parce que ça va quand même dépendre un peu de cas par cas. J'ai mis transfert vers un MIC, la patiente en travail avant 32 semaines. Si vous avez une patiente enceinte de 28 semaines qui est en travail et que vous avez l'occasion de la conduire au Mont-Légia, à la Citadelle ou au CHR de Namur, on lui laisse quand même plus de chance à ce bébé qu'en l'amenant chez nous. Pas qu'on prenne mal en charge les bébés à l'hôpital de oui, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On a des pédiatres, on a des réanimateurs, c'est pas le problème, mais on a un petit N. Et c'est un bébé qui devra d'office être transféré parce qu'on n'a pas le matériel adéquat pour prendre en charge les 6 petits bébés. Et toutes les études montrent qu'un grand prématuré qui naît hors grande néonate perd des chances dans la vie parce qu'il va y avoir le délai d'arrivée du réanimateur d'un centre NIC, la réanimation éventuelle sur place, et puis encore un transfert qui prend quand même du temps en couveuse vers sa couveuse d'installation future de l'autre côté. Donc, si vous avez l'occasion de transférer directement cette patiente vers un centre MIC, c'est quand même beaucoup mieux pour la patiente et son bébé. Donc, sachez qu'ici, notre centre accueille les bébés de plus de 32 semaines et de plus de 2 kilos. Donc, c'est clair que ce n'est pas facile pour vous d'évaluer combien pèse un bébé. Maintenant, la patiente, elle a été vue, on peut lui parler, lui demander quand avez-vous été vue la dernière fois, à combien de semaines étiez-vous, combien pesait votre bébé. Ça vous permet de savoir à combien la patiente est maintenant, ou lui demander pour quand est prévu votre bébé. Pas lui demander des mois, par pitié, n'utilisez pas le terme elle est à 7 mois, elle est à 8 mois, nous, ça ne nous parle pas. On ne sait pas du tout ce à quoi correspondent les mois donnés par la patiente. Demandez-lui pour quand est prévu votre bébé, elle va vous donner une date. Et alors, je voulais en apporter aujourd'hui et je les ai oubliés, mais je vais fournir aux urgences. J'ai une grosse pile de roulettes de datation au cabinet à Andenne. Je vais les rapporter parce que c'est super intéressant d'avoir ça sur vous. Vous mettez date présumée de l'accouchement sur la roulette, vous regardez la date du jour et vous savez exactement où en est la patiente. Si vous avez une patiente de 30 semaines qui est à 3-4 cm, vous augmentez ses chances et surtout les chances de son bébé en l'amenant directement au Mont-Légia, à la Citadelle, le plus proche, là où vous savez conduire la patiente. Il y a également des situations, ici nous n'avons pas d'embolisation. Si on a une patiente qui saigne très fort, pour conserver son utérus, l'embolisation est une option. Elle sera prise en charge d'une autre façon si on l'amène à la Citadelle que chez nous, par exemple. À la Citadelle, on embolise, chez nous, on n'embolise pas. Donc, je n'ai pas été plus loin dans la prise en charge de l'hémorragie du postpartum. On a des ballons de Bacri ici. On peut mettre le ballon intra-utérin pour faire une compression et si la patiente est stable, la transférer à la Citadelle pour qu'elle soit prise en charge par la suite. Mais si on peut lui permettre, une dame qui vient d'accoucher de son premier bébé, à qui on enlève l'utérus, ok, on lui sauve la vie, mais on lui grève son avenir de famille. Donc, si on peut conserver son utérus en l'embolisant, c'est génial. Donc, ça peut être une option aussi si vous avez la possibilité géographique de l'amener dans un plus gros centre que chez nous, c'est bien.
Par contre, vous pouvez nous amener toutes les autres patientes. Et quand je dis le cas par cas, ben voilà, j'ai eu une patiente il y a quelques mois qui avait eu une hémorragie terrible pour son premier. Pour le deuxième, on a fait des examens particuliers. On a vu qu'elle récidivait un placenta accreta. Cette patiente-là, il était bien mis dans son dossier, ne peut pas accoucher à l'hôpital de Huy, doit accoucher dans un centre où on embolise. Et elle a accouché dans un centre où on embolise. Si on le sait, ça vaut la peine de la conduire directement au bon endroit. Maintenant, il faut que ce soit jouable pour le timing, etc. Ça reste quand même à votre appréciation sur le terrain. Mais voilà, comme ça, vous savez que 32 semaines et 2 kilos, c'est notre barrière ici. On prend en charge les accouchements plus tôt. Hein. Si vous arrivez avec une patiente qui accouche à 26 semaines, on va la coucher et son bébé partira par la suite. Mais c'est peut-être mieux pour lui de naître directement dans le centre adéquat. Voilà. En conclusion, il est important de connaître les critères d'imminence et de pathologie de l'accouchement. Chaque étape de l'accouchement peut comporter des risques. Il faut se préparer à chaque éventualité. L'importance de l'évaluation et de la prise en charge du nouveau-né, surtout bien l'emballer, le mettre en peau à peau et couvrir sa tête. Alors, Anne, elle avait envie de le dire. Bah oui, j'avais envie de terminer sur une note quand même optimiste. En tout cas, pas de panique. En général, les accouchements qui vont vite, sont rapides, sont en général les plus naturels. Donc, c'était ma petite phrase de on vous rappelle, mais ça, on a bien décrit que la délivrance reste néanmoins un moment un peu plus dangereux et donc pour lequel vous devez continuer donc à bien surveiller donc la maman. Voilà. Avez-vous des questions? Je te laisse répondre. Lucinto? Nous, on ne le fait jamais. Il y a la description aussi de l'injection directement en intra-utérin, mais on ne le fait jamais. Par contre, on fait du prostin 15e. Donc nous, dans la cascade, on va commencer à vider la vessie. D'abord, les 5 unités aux épaules si on a le temps. Vider la vessie, délivrer. Après la délivrance, on fait ce qu'on appelle lâcher le synto, c'est-à-dire qu'on fait couler une perf de glucosé 5% avec 10 unités de synto à fond de blinde. Elle coule vraiment très très vite. Ensuite, si la dame continue à saigner, on met des gants stériles et on révise. Donc on va dans l'utérus vérifier qu'il ne reste pas un petit morceau, etc. Pendant ce temps-là, entre les coups, la sage-femme, elle masse le ventre. Si la dame continue de saigner et que malgré ça, l'utérus reste très lâche, on va passer, on peut mettre 4 comprimés de cytotec dans l'anus. Du cytotec à bord d'un SMUR, ça pourrait être possible. Ça prend pas beaucoup de place, voilà. Si ça ne fonctionne toujours pas, on passe au prostin 15e qui s'injecte en intramusculaire une ampoule toutes les 15 minutes, 3 fois. Et si ça ne va pas, on pense au ballon de Bacry et puis on pense à la chirurgie. Donc voilà, mais moi, je n'ai jamais fait administrer le synto en IM. Je vois Damien Wertz qui me fait bof bof. J'ai déjà fait. Oui. J'ai déjà fait. 5 unités. Tout d'abord, merci pour la présentation, c'était quand même extraordinaire. C'est avec un exemple pratique. Je pense que ça très bien ce côté visuel. Et puis la présentation est très claire, étape par étape. Oui, comme je disais. Alors du coup, on a eu quelques questions sur le chat, en fait en ligne. La première notamment, dans le cadre d'une hémorragie de la délivrance ou d'une procidence du cordon, peut-on asseoir la maman pour descendre d'un étage ou peut-on attendre l'échelle? Sous-entendu, pour sortir la patiente, l'échelle, ça veut dire pompier, ça veut dire devoir attendre plusieurs Descendre d'un étage. Attends. En fait, en gros, je pense que la question qu'on voulait signaler, c'est est-ce qu'on peut asseoir la maman et descendre rapidement avec la maman assise et la transporter dans les escaliers, vaille que vaille, ou bien est-ce qu'on doit la laisser
à l'étage, peut-être couché, et attendre un transport couché pour pouvoir le mettre dans l'ambulance après et arriver à l'hôpital. Alors, pour l'hémorragie et la procidence, je ne vais pas répondre la même chose. Pour l'hémorragie, vous revenez le plus vite possible, quelle que soit la position, si elle saigne, elle saigne. Par contre, pour la procidence, il faut absolument qu'elle soit couchée, les jambes en l'air et, si possible, avec une main, s'il faut, dans le vagin pour remonter l'enfant, pour décomprimer le cordon. Donc, la procidence, c'est vraiment le cordon qui est sorti, la tête qui écrase, ou en tout cas, enfin, le cordon qui est comprimé. En plus, à domicile, vous n'avez aucune notion de ce qui se passe via monitoring. Donc, on ne sait pas comment va cet enfant. Donc, on met 2 doigts, voire la main, et on repousse l'enfant. Et on ne bouge plus jusqu'à ce qu'on soit en salle d'opération. C'est l'enfant qui pousse, c'est pas le cordon. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Voilà, j'en ai une autre ici. Les présentations contre-indiquant formellement de se lancer dans un accouchement en extra-hospitalier. Les présentations, vous diriez, ah non, là, Oui. vous vous dépêchez, vous courez. Et... Bah, la présentation transverse, donc Anne va vous montrer l'enfant qui est couché et qui a le bras qui pend. Une épaule, ça passera jamais. L'enfant, il est couché dans le ventre de sa maman, par belle ou par... Enfin, c'est mathématique, je ne sais pas comment l'expliquer. Ça ne passera pas. Mais c'est même pas la procidence, c'est quand l'enfant est couché. Bon, à l'écho, quand on les voit comme ça, on dit l'enfant il est comme ça dans le ventre de sa maman, il sortira jamais, c'est pas possible, il peut pas passer par 10 cm avec ceci. Par contre, ben, oui, il faut que ce soit les pieds, soit le siège, soit la tête. D'accord, ok. Merci pour la réponse. Voilà. Comment positionner la patiente pour le transport en ambulance? Est-ce qu'il y a une position préférentielle? Oui. Position latérale de sécurité, couché sur la gauche, avec de l'oxygène de préférence. Et déjà mettre le brancard à l'envers. Ça, si jamais elle accouche, vous êtes bien mis. C'est ça, hein? Personne d'autre n'a de questions dans la salle, hein, dans la foulée, vous pouvez y aller, hein, n'hésitez pas. S'il y a d'autres questions. Ouais, On avait sinon ils ont la même, ils n'apposeront. En cas de procidence, ça c'est une question plutôt personnelle, en cas de procidence du cordon ombilical, est-ce qu'il y a par exemple mettre des compresses humides, chaudes, ou essayer de faire quelque chose pour essayer de maintenir peut-être une circulation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait recommandé ou bien c'est plus du débrouillage et à l'arrivée Mais c'est surtout, c'est vraiment la décompression. Tu veux dire quand, par téléphone, dire aux gens faites ceci, faites cela? Non, non. Toi? Quand on arrive et qu'on voit le cordon, Il sèche. Oui. C'est ça que je me dis, je ne sais pas trop si vraiment vous le faites, si vous trouvez que c'est spécialement. Écoute, nous, clairement, la procidence du cordon, elle est plus iatrogène qu'autre chose. Donc, clairement, c'est sur des ruptures, le plus fréquemment, c'est sur une rupture artificielle de membrane et sur une présentation qui est haute, avec un col qui est rarement à dilatation complète. Donc, c'est souvent chez nous que ça va se produire, la procidence, et pas à domicile. Donc, oui. Donc nous, quand on rompt et qu'on sent le cordon qui arrive, on ne sort pas les doigts du vagin, on repousse le bébé et on crie procidence et on déclenche un code rouge. À domicile, tu vas repousser la tête du bébé, mettre des compresses, tout ça, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que tu remontes le bébé pour ne pas comprimer le cordon. Il faut vraiment que ce cordon soit décomprimé jusqu'à ce qu'on sorte l'enfant. Par contre, si tu as une procidence du cordon chez une dame qui a déjà accouché 3 fois et qu'elle te dit j'ai envie de pousser, n'essaye pas de le remonter et de courir jusqu'à l'hôpital. Je dis, madame, poussez un bon coup, il faut que votre bébé sorte, il faut qu'il aille bien. Et hop, elle le sort et voilà. Et ça se passe bien après. On imagine. Voilà, ça se passe comme ça doit se passer, mais... Ça va. Du coup, moi, c'est la toute dernière question que j'ai sur ma feuille. Globalement, si un urgentiste doit revenir aux urgences avec une patiente qui l'a peut-être déjà accouché ou peut-être qui est en cours de travail, quelle information aimeriez-vous avoir de la part de l'urgentiste pour avoir un rapport complet et détaillé et savoir exactement ce que vous allez anticiper par la suite, bloc-up, pas bloc-up, code rouge, pas de code rouge? Alors, si la madame a déjà accouché à domicile, sachez que c'est le lieu d'accouchement est déterminé par le lieu où le cordon a été clampé et coupé. Donc, si vous avez coupé le cordon à domicile, vous allez devoir déclarer la naissance, remplir les papiers, parce que les déclarations informatisées qu'on fait ici ne sont faites que pour les bébés qui sont nés ici. Et en fait, la déclaration de naissance, c'est une déclaration qui se fait sur l'honneur. Vous allez dire, j'ai coupé le cordon, c'est bien le bébé qui est sorti de cette madame-là.
d'accord? Ok. Ça va entraîner quoi? Ça va entraîner que si l'enfant est né hors commune de Oui, vous avez été accouché à Bazoa par exemple, mais l'enfant il n'est pas né à Oui, il est né sur la commune de Wanze et donc les parents ils vont pas devoir aller le déclarer à Oui, ils vont devoir aller le déclarer à Wanze. Ils vont être tout perdus parce qu'ils n'ont pas l'habitude. L'information est intéressante, ça, tout à fait. Voilà. Et donc, c'est important aussi parce qu'il ne suffit pas de venir nous pousser le brancard. Voilà, madame a accouché, tout s'est bien passé, et puis de s'en aller. Il faut remplir les papiers avec nous. Après, les sages-femmes sont là, nous aussi, et on peut vous aider parce qu'on va avoir besoin de tout le rapport. Comment est sorti le bébé? Est-ce qu'il avait le cordon autour du cou? Est-ce qu'il a crié tout de suite? Enfin, voilà, on va remplir le score d'Apgar, l'heure. Oui. Ouais. Et pour la patiente, du coup, qui serait... Alors, par contre, pour la patiente, pour la parturiente en travail que vous allez nous ramener, là, ce qui est vraiment important, c'est qu'on sache la gestité parité. Donc, combien de fois elle a été enceinte, combien de fois elle a accouché. Le terme précis, donc savoir pourquoi est prévu le bébé. Si vous n'avez pas de quoi calculer, dites-nous, ce bébé, il est prévu pour telle date. Nous, on a de quoi calculer ici, on sait calculer facilement. Dire, ben voilà, elle a mal, c'est toutes les X minutes, si vous avez examiné et que vous savez à combien de centimètres elle est, c'est bien de nous le dire aussi. Maintenant, on sait bien que souvent, il y a des erreurs d'appréciation, d'estimation d'école. Et puis, surtout, tout ce qui est pathologique. Voir si, parce que foncièrement, vous nous ramenez une deuxième part qui a mal, mais qui va bien, qui a une grossesse qui évolue bien, qui n'a pas de souci, ben, on va vous dire, ramenez-la à l'hôpital, la sage-femme va faire l'évaluation et puis elle va nous appeler si c'est le moment de revenir, comme pour une madame qui arrive sur ses deux pieds avec sa valise et son mari. Par contre, s'il y a une situation pathologique, perte de sang, liquide méco, prématuré, voire pire, crise d'éclampsie, ben là, si vous savez que nous, on va devoir déclencher un code rouge ici, sonnez-nous. Comme ça, on déclenche les choses. On est déjà là. On arrive en même temps que vous, voire ça m'est déjà arrivé avant vous, c'est encore mieux. Comme ça, tout est prêt et on n'a plus qu'à agir. Ah bah écoutez, c'est magnifique. Ben, pour moi, ça a l'air d'être complet. Je revérifie encore une deuxième fois. Oui, une question ici. Grey's Anatomy. J'ai encore une question en ligne c'est pas mal de questions qui parlent de la place de l'exercice dans l'hémorragie de la délivrance. Est-ce que l'exercice a sa place dans le cadre de l'hémorragie de la délivrance? Alors, l'exercice aura sa place si on a checké qu'il n'y a aucune cause qu'on peut régler avant. S'il y a une énorme déchirure vaginale, l'exercice n'aura aucune place. S'il y a une atonie utérine, l'exercice ne fonctionnera pas. Maintenant, si on a tout fait et que la patiente garde un petit fifrelin, on pourrait dire oui, nous, on l'utilise vraiment excessivement peu en postpartum. On va l'utiliser plus après une fausse couche, etc. Mais après un accouchement, on l'utilise vraiment peu au bloc obstétrical. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais, d'accord avec toi. J'ai une autre question par rapport au toucher vaginal en extra-hospitalier, voir s'il est toujours déconseillé ou si on peut sans problème faire un toucher vaginal en extra-hospitalier. Est-ce que ça dépend de la fonction ou pas? Légalement, honnêtement, je n'ai aucune idée de réponse. Toi, tu sais peut-être de dire est-ce que tout le monde peut se permettre de faire un toucher vaginal à une patiente? Ne fait pas. Parce que tu sais pas. Si. Cinq. Sa formation c'est quand même pas ça en obstétrique, mais bon voilà, mais c'est aussi un peu la personne qui peut apprécier. C'est pour examiner et quand même pas avoir la bonne info. Oui. Ben, Quelqu'un qui est habitué, moi je dirais faites-le parce que ça nous aide. Maintenant, quand j'étais assistante, j'ai réceptionné pas mal de patientes amenées par le SMUR où on nous disait qu'elle était complète et puis on la retrouvait nous à 1 centimètre. Donc voilà. Ben non, voilà. Mais en soi, celui qui sait le faire et qui veut le faire, il peut. Sinon, il vaut mieux nous ramener la patiente et puis on voit. Mais clairement, la patiente qui va accoucher, c'est celle qui a les cheveux. Quand vous voyez les cheveux, il faut se préparer, quoi. Une dernière peut-être, quelqu'un qui demande s'il y a un bénéfice à considérer un accouchement dans l'ambulance en roulant jusqu'à l'expulsion pour gagner du temps en cas d'hémorragie ou est-ce que c'est trop compliqué?
ou trop En cas dangereux. d'hémorragie avant accouchement, alors, parce que je pense qu'accoucher dans l'ambulance, c'est sans doute la situation la pire. Moi, j'ai été une fois en ambulance pour accompagner un gamin dans un stage, rien à voir, mais ça m'a pas paru très géant, une ambulance. Et je pense pas qu'on soit vraiment bien installé pour sortir le bébé, encore moins essayer de réanimer qui que ce soit après. Je pense que si c'est imminent, il vaut mieux accoucher sur place et transférer après dans l'endroit approprié. Et alors, peut-être une dernière chose, mettre le bébé au sein directement dans l'ambulance après l'accouchement libérerait de l'ocytocine endogène. Est-ce que ça a vraiment un intérêt en extra-hospitalier ou pas? Tout à fait. Donc le bébé qu'on va mettre en peau à peau, il va d'abord se remettre un petit peu de ses émotions et de son aventure, mais il va rapidement commencer à fouiner, à lécher sa maman, à ouvrir la bouche. C'est ce qu'ils font, ne riez pas, ils cherchent. Il y en a même qui arrivent à gesticuler pour grimper jusqu'au néné de leur maman, donc pas hésiter à les mettre au sein. Souvent les mamans, elles le font même instinctivement, donc n'hésitez pas. Et ça permettrait une bonne contraction utérine. Et on évitera l'hémorragie. Pas le point. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi tu masses. Si tu masses pour faire sortir l'utérus, tu ne mets pas la main avec à l'intérieur. Maintenant, tu peux éventuellement mettre. C'est vrai que nous, on a souvent 2 doigts dans le vagin pendant qu'on masse, mais sinon, vraiment externe, c'est vraiment masser. Et alors, quand nous, on demande ici de masser, j'ai toujours, allez, vas-y, Franco, tu n'es pas un entretien d'embauche à Chaudfontaine, on peut y aller. Mais bon, voilà, la madame, si elle a mal, elle ne va pas se laisser faire facilement. En extra-hospitalier, visiblement, désolé. Donc la principale chose contre laquelle on doit se battre, c'est l'hypothermie. Pas mal de SMUR ont des sacs de couchage isothermes faits pour les bébés. Ah, pour le bébé, le Oui, pour le sachet. bébé. Oui. Maintenant, ici, C'est très mal. visiblement, dans les nouveaux guidelines, on préconise plutôt de mettre le nouveau-né dans un sac en plastique transparent Oui. pour pouvoir avoir une vision sur sa coloration. Mais c'est uniquement pour les prématurés. Hein. Ouais. Donc, c'est les prématurés qu'on met dans un sachet pour. On ne met pas tout l'enfant dans le sac, hein, soyons bien clairs. Pour cela. Hein. Donc, oui, mais... Donc, les prématurés, on les met dans un sac en plastique transparent, de fait, jusqu'au cou pour les transporter et pour conserver un maximum la chaleur. Mais le nouveau-né à terme qui va bien, en peau à peau sur sa mère, avec une couverture classique, une couverture de survie et un bonnet, il n'y a pas besoin de sachet. Il sera bien mieux sur la peau de sa maman que dans un sac en plastique. Dernière chose, la place du gluco chez l'enfant en Ça, je postpartum ne sais pas. immédiat. Quoi? Faire un Faire gluco? un glucotest, oui. Ça a été recommandé à un moment donné, c'est peut-être plus... Alors, les recommandations ici à l'hôpital, c'est chez la mère diabétique, chez l'enfant qui fait moins de 2,4 kg, moi je crois, 2,4 kg, 2,5 kg, il faudrait demander ça au pédiatre, et qui font plus de 4 kg. Maintenant, ça peut vraiment attendre que l'enfant soit ici. S'il va bien, il n'y a aucune urgence à aller lui faire un gluco. Merci, c'est tout pour... Merci. Tu veux? Attends, tiens. Donc, non, c'était franchement pour le mot de la fin, pour remercier Émilie et Anne d'avoir accepté le défi. Le timing était très limite, mais bon, elles se sont prêtées au jeu et de façon plutôt excellente, je dirais. On vous remercie également d'avoir participé ici, plusieurs personnes en salle, également connectées. Franchement, merci pour votre participation. Et je profite de l'occasion pour vous signaler la prochaine date. Donc, c'est le 23 février, où on va accueillir le professeur Rousseau, Anne-Françoise, du CHU Liège-Centre des Grands Brûlés, qui nous parlera de la prise en charge des brûlures en intra et en extra-hospitalier. Donc, on vous attend nombreux également pour cette date-là. Merci. Merci à vous.